Bonjour, donc maintenant on va commencer le deuxième chapitre. Et c'est quoi le premier principe de la thermodynamique? Bon, donc au premier chapitre, on a vu des gaz parfaits et des gaz réels. Les gaz parfaits étant une bonne première approximation à un gaz réel. Dans ce chapitre, on fera des calculs thermodynamiques pour des gaz parfaits, avec des exemples des gaz réels dans les devoirs, etc. Le point du premier chapitre, c'était de vous donner une idée de ce qui se passe pour les calculs qu'on fera dans ce chapitre. Bon, donc on va commencer avec les principes de la thermodynamique. En résumé, on va les présenter quand vous les verrez. Mais en gros, il y a 4 énoncés. Et là, je ne vais pas être précis, mais je vous donne l'esprit des 4 énoncés. Donc, le zéroième, en anglais on dit zeroth, c'est le point, c'est température est une quantité absolue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est bien défini. Donc, l'énoncé que je vous donne, c'est on a un système A, un système B, puis un système C. Si la température de A, c'est la même que la température de B, et la température de B, c'est la même que la température de C, ça nous dit que la température de A, c'est la même que la température de C. Bon, donc ça, c'est un énoncé qui est vraiment évident pour vous. C'est juste, on le dit. Donc, la température est une quantité qui est bien définie et on peut comparer directement. Bon, dans ce chapitre, ce qu'on verra, c'est le premier. Le premier principe, c'est un énoncé d'énergie. Donc, énergie est une quantité conservée. Donc, tout ça pour dire que si un système perd de l'énergie, cette énergie va quelque part et ce n'est pas c'est pas perdu. L'énergie est conservée. Donc, il y avait quelque chose dans ma tête qui vient de m'échapper. Le montant bon, donc, il y a toujours des petites qualifications qu'il faut faire. Pour ce cours, l'énergie est conservée toujours. Si on considérera la relativité spéciale, il y a des complications, mais on oublie ça. L'énergie est conservée toujours. Bon, donc, je me rappelle là, ce chapitre, le thème est vraiment où va l'énergie et comment. Donc, on va identifier beaucoup de types de transformations chimiques ou physiques pour lesquelles on va calculer les transferts d'énergie, soit en travail ou en chaleur, ce qu'on précisera aujourd'hui. Bon. Le deuxième principe, ce sont des énoncés de spontanéité. Donc, je ne vais pas préciser trop, mais le point, c'est que si on a un processus physique ou chimique, peu importe, on peut prédire quelle direction évolue avec le temps. Donc, si on voit une transformation et il y a un changement d'énergie associé avec, on peut dire
quelle direction va avec le temps et quelle direction va en arrière avec le temps. Donc, on va préciser ça plus tard. Et le troisième, c'est une échelle absolue pour la température. Donc, on précisera ça plus tard aussi. L'énoncé que je vous dis aujourd'hui, c'est que il y a une quantité de température absolue 0. Donc, ça veut dire le 0 de température Kelvin correspond à une limite physique qu'on ne peut pas atteindre. Donc, il y a une échelle particulière de la température pour laquelle on ne peut pas avoir des valeurs négatives. Bon, donc, c'est tout ce que je dis pour ça aujourd'hui. À la fin du chapitre 4, on fera des blagues avec des interprétations de ça. Mais je vous dis qu'en anglais, on appelle ces énoncés des lois. Mais ce n'est pas vraiment une bonne nomenclature, à cause que j'ai déjà qualifié le premier et le deuxième est vraiment sketchy aussi, là. Donc, pour ce cours, on va toujours les respecter. Il y a un anglicisme très mal que je viens d'éviter. Donc, pour ce cours, ce sont des lois, ils sont toujours respectés. Bon, donc, aujourd'hui, on commence le premier principe. Notre étude du premier principe sera divisée en deux parties. Le chapitre 2 concernera les types de systèmes, les concepts et des calculs simples avec les gaz parfaits. Donc, pour le chapitre 2, on regarde les concepts, des transformations simples, en principe pour des gaz parfaits. Puis, oui, ça sera ça. La deuxième partie se passe après le premier examen, donc on ne va pas discuter ça. Mais là, on va regarder beaucoup en plus de détails les transformations par rapport à toutes les variables physiques. Pour le chapitre 2, on a toujours des gaz parfaits, donc ça sera simple. Bon, donc la thermodynamique se voit en deux formes différentes. La forme classique, c'est ce qu'on fera dans le cours. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions, donc c'est vraiment juste une introduction. On a la thermodynamique classique, et ça date du 19e et peut-être 18e siècle. C'est quoi? Le système est un objet macroscopique donc, on traite le gaz comme un élément complet. Il n'y a pas d'élément dans ce gaz, c'est juste un objet compliqué avec des propriétés comme P, V, T, qui échange l'énergie en forme de chaleur, etc. Donc, un objet macroscopique qu'on va traiter comme un objet macroscopique. Plus moderne, donc au début du 20e siècle, on a la thermodynamique statistique. On ne va pas discuter ça dans ce cours parce que c'est vraiment pas la façon de l'introduire. Mais le but ici, c'est le système. Donc, on ne regarde pas le système directement, on regarde un ensemble de systèmes ayant des états microscopiques
Donc, des états microscopiques, qu'est-ce que je veux dire? Le gaz est composé de plusieurs molécules, avec masse, etc., qui bougent, et on va calculer les propriétés d'un ensemble de systèmes en moyenne. Bon, donc ça, c'est un point de vue beaucoup plus difficile. On ne le verra pas dans ce cours. En physique, il le voit au premier cycle, c'est certain. En chimie, c'est probable qu'on aura un cours au cycle supérieur. Pour l'instant, il n'y en a pas. Cependant, si vous faites des calculs chimiques quantiques, vous allez avoir une introduction à ça. Bon, donc on suivra une démarche classique. Et allons-y. Bon, donc l'univers, et ça c'est une définition, le système, et en chimie on s'intéresse surtout au système plus son environnement. Donc on a le système, puis on a son environnement. Et tout ça en entier, c'est l'univers. Donc, on décompose tout ce qui est entre le système et tout ce qui n'est pas le système. Donc, qu'est-ce qu'on fera dans ce chapitre et le chapitre qui suit? On regarde les transactions d'énergie. Donc, énergie sera transférée entre le système et l'environnement. Et ensuite, de la matière. Et on sera un peu précis avec les montants d'énergie de matière qui sont échangés entre le système et l'environnement. OK, donc le premier principe, c'est que l'énergie de l'univers, l'énergie interne, est constante. OK, donc là, j'utilise une notation précise. U dénote l'énergie interne. Dans certains textes, et peut-être Wikipédia, ils utilisent E. Moi, dans ce cours, j'utilise U. Pourquoi? Parce que c'est ça dans Atkins. Et moi, quand j'étais au premier cycle, j'ai utilisé Atkins, donc c'est ça. Le total de l'énergie cinétique et du potentiel de tout. Bon, donc, sans approximation, l'énergie interne de l'univers est constante. Ça veut dire que si l'environnement perd ou gagne de l'énergie interne, ça doit soit être perdu ou gagné par le système en négatif. Bon, donc on peut être précis. Delta U, donc un changement d'énergie interne de l'univers est la somme du changement d'énergie interne de l'environnement plus le changement d'énergie interne du système. Je mets système en parenthèse parce que on va oublier la nomenclature système pour les quantités. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse directement au système, donc c'est toujours impliqué qu'on discute le système. Aujourd'hui, je vais essayer de les mettre en parenthèse. Après ça, on va l'oublier.
Bon, donc la somme des changements d'énergie interne pour l'environnement et du système sont le changement d'énergie interne pour l'univers. Le premier principe nous dit que le montant d'énergie interne de l'univers est zéro. Donc, le premier principe, on peut l'écrire comme delta U, univers, le changement d'énergie interne de l'univers est zéro. Le montant d'énergie interne de l'univers est constant, donc son changement, c'est toujours zéro. Ce qui veut dire le changement d'énergie interne de l'environnement, c'est le négatif du changement d'énergie interne du système. Ce qui veut dire toute l'énergie perdue par le système évolue est absorbée par l'environnement. Et vice-versa. Donc, si d'énergie sort du système, il entre l'environnement et par contre. Et vice-versa, pardon. Bon, donc ici on a une convention, et c'est une convention chimique. En physique, ils ont la convention opposée. On s'intéresse au système. Donc, je vous dis, donc, si delta U est supérieur à 0, on a énergie absorbée par le système, donc énergie entre le système. Puis si delta U est inférieur à 0, sort du système. Donc l'énergie est perdue du système. Bon, donc ça c'est le premier principe. Et en principe c'est tout. Le reste, des détails. Donc, maintenant on va définir plusieurs types de systèmes. La première chose que je veux définir, c'est l'énergie, parce que souvent j'ai oublié de définir ça. Énergie, c'est comme l'argent de la thermodynamique. Il faut utiliser de l'énergie pour faire tout. Donc, en particulier, c'est la capacité de faire du travail utile. Qu'est-ce qu'on veut dire par travail? Ça sera bientôt. Ça sera direct. On va faire ça directement, mais il faut définir travail aussi. C'est une tâche pour laquelle il faut dépenser de l'énergie. Donc, lever un poids, passer un courant électrique, effectuer un mouvement, expansion d'un gaz contre une pression externe, ce qu'on fera, et des autres choses comme ça. Bon, donc il faut définir travail. OK, en premier. L'énergie interne change par deux processus. Donc, le premier, c'est le travail. Donc, pour le travail, énergie utilisée, ce que je viens de dire, pour effectuer un mouvement. Lever un poids,
passer un courant électrique. Expansion d'un gaz. Etc. Donc, le travail, c'est la tâche qu'on veut faire pour laquelle il faut dépenser de l'énergie. L'autre processus s'appelle la chaleur. Énergie transférée. Et là, je vais dire en guillemets perdu. Grâce, ou si on est à Montréal, grâce à une différence de température. Donc, c'est pas exactement le cas toujours, mais c'est souvent le cas que l'énergie transférée par le processus de chaleur est perdue. Bon, donc là, je vous dis directement. Travail et chaleur sont des processus, ce ne sont pas des montants d'énergie. Donc, on perd ou on gagne d'énergie en forme de travail ou chaleur. Souvent, on dit le travail et la chaleur pour préciser un montant d'énergie. Mais ce ne sont pas des montants d'énergie directement, ce sont des processus par lesquels l'énergie est transférée. Bon, donc ça c'est tout ce que je voulais dire pour le travail chaleur. Maintenant, on regardera des types de systèmes. Il y a 3 cas, ils sont pas compliqués. Donc, le premier, c'est un système isolé. Donc, isolé veut dire qu'il n'y a pas d'échange de matière ou d'énergie. Donc, en particulier, l'univers en entier, c'est un système isolé. Ensuite, on a un système fermé. On peut échanger d'énergie, mais pas de matière. Donc, le montant d'un gaz est constant. Le montant de mol de n'importe quoi est constant là-dedans. Mais on peut échanger d'énergie avec l'environnement. Et je pense que tous les systèmes qu'on va voir dans ce cours sont fermés, sinon isolés. Et vous pouvez deviner que l'autre, c'est ouvert. On échange d'énergie et de matière. Il y a certains cas de systèmes qui ne sont pas isolés en réalité, comme un thermos adiabatique.
Souvent, on va l'approximer comme un système isolé, mais en réalité, ce n'est pas isolé, certainement, mais pour des courtes périodes de temps, c'est une bonne approximation. Bon, donc il y a des définitions on va sauter parce que je les ai jamais utilisées. Les processus endothermiques et exothermiques sera bon de préciser. Donc, ça sont des mots que vous êtes censés savoir déjà. Endothermique, on a chaleur qui entre. Et exothermique, chaleur sort. Déjà, j'utilise des mots que j'ai dit ne sont pas précis. Qu'est-ce qui arrive? L'énergie sort du système en forme de chaleur ou l'énergie entre le système en forme de chaleur. Ce n'est pas la chaleur qui sort elle-même. L'énergie entre ou sort en forme de chaleur. OK, donc on va retourner un gaz parfait. Pour un gaz parfait, je vais préciser monoatomique. Pour des molécules diatomiques et polyatomiques, il y a des complications qu'on ne discutera pas. Pourquoi? Parce que on veut voir les effets minimaux en premier. Bon, donc, un gaz réel a de l'énergie interne en forme d'énergie cinétique et d'énergie du potentiel. L'énergie du cinétique vient du mouvement des particules et l'énergie du potentiel vient des interactions intermoléculaires. C'est quoi un gaz parfait? C'est défini comme un gaz pour lequel il n'y a aucune interaction intermoléculaire. Il n'y a pas d'interaction. Donc, U d'un gaz, qui est le système, disons, pour un gaz parfait, c'est cinétique, donc l'énergie du mouvement, plus potentiel, qui vient des interactions. Et pour un gaz parfait, ça c'est égal à 0. Donc, donne aucune contribution. OK, donc, au premier chapitre, on a vu que la température est une mesure de l'énergie cinétique moyenne. Bon. L'état d'un gaz parfait est décrit par
PV est égal à nRT. Donc, l'état d'un gaz, c'est les variables PV, N et T. T est une mesure de l'énergie cinétique moyenne. N, on va oublier parce que c'est toujours constant pour l'instant, pour ce cours. Donc, en bon québécois, oublie ça. OK? Donc, R est un constant. Ensuite, on a P et V. Donc, l'état du système est défini par l'état d'un gaz parfait, ou juste un gaz en général, est l'ensemble P, V et T. Donc, pour l'instant, c'est un gaz parfait, donc ils sont en relation PV est égal à nRT. Mais en général, il y a même si c'est un gaz réel, on a la relation de l'équation du viriel qui est vraie en général. Donc, les trois variables PV et T sont trop. Donc, il y a trois variables d'état, mais à cause qu'il y a une relation entre eux, soit l'équation des gaz parfaits, soit l'équation Van der Waals, peu importe, il y a une relation entre ces trois variables. Donc, seulement deux sont suffisants. Les deux variables sont suffisants pour décrire l'état du système. On va choisir V et T. Bon, donc si on précise V et T d'un gaz parfait, on précise P, parce qu'ils sont reliés par la relation PV est égal à nRT. Bon, donc, l'énergie cinétique dépend de T. Pourquoi? Parce que T est une mesure de l'énergie cinétique moyenne. Donc, T mesure directement l'énergie cinétique. Les interactions sont gouvernées par la distance moyenne entre les molécules. Pourquoi? Parce que les interactions entre les molécules dépendent de la distance entre eux. S'ils sont très proches, les interactions sont fortes, et s'ils sont très loin, les interactions sont faibles. Donc, le volume ou la pression, dépendant, mais ici on a choisi le volume, va moduler ça. Donc, si on a un volume très grand, les interactions sont petites, et si on a un volume petit, les interactions seront fortes parce que les molécules sont proches. Bon, donc, ici on a un gaz parfait. Donc, il n'y a aucune interaction, peu importe le volume ou la pression. Donc, pour un gaz parfait, il n'y a aucune interaction peu importe le volume. Ça veut dire que l'énergie du potentiel qui est 0 pour un gaz parfait ne dépend pas du volume. Donc, l'énergie interne d'un gaz parfait
l'énergie cinétique seulement, parce que l'énergie du potentiel est 0, qui est une fonction de T. Donc, pour un gaz parfait, l'énergie interne est une fonction de T seulement. Donc, on va revoir ça. Pour OK, je vous donne l'autre énoncé. Pour un gaz réel, le potentiel a une contribution à cause du volume. Pourquoi? Parce que si on change de volume, on va changer la grandeur des interactions. L'énergie du potentiel est une fonction du volume. Et donc, U est une fonction de T et V. Mais pour un gaz parfait, seulement T. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interaction intermoléculaire. OK, donc on a une façon précise d'écrire ça. Donc, si on avait une fonction de un variable, on dira que si le dérivé de U avec V sera 0. On précise ici que le dérivé partiel de U, qui est le dérivé partiel de l'énergie interne, avec un changement de V à T constant est égal à 0. Donc, on sera très précis avec ça dans le 3e chapitre et le 4e chapitre. Pour l'instant, on va expliquer ça rapidement. OK, donc, les dérivés partiels. OK, donc, si on avait une fonction à un variable, disons f comme fonction de x, a un premier dérivé bien défini, c'est df dx. Bien défini. Que vous comprenez. Ça ne veut pas dire que dans le cas des deux variables, c'est pas bien défini, c'est juste, c'est différent. Bon, donc, une fonction de deux variables. Une fonction f de x et, disons, y. Il y a deux dérivés différents. Donc, il y a le dérivé partiel de f avec x, y comme constant, puis le dérivé partiel de f avec y, x comme constant. Il y a des interprétations géométriques qui sont vraiment claires, que je ne peux pas dessiner, mais si vous cherchez à l'Internet, vous puissiez les trouver. Bon, donc, qu'est-ce que cela veut dire? Traiter y comme un constant et prenez le dérivé avec x. Et qu'est-ce que cela veut dire? Traiter x comme constant. Puis, prenez le dérivé avec y.
OK, donc on fera des exemples parce que peut-être c'est pas familier. Par exemple, une fonction de deux variables, x au carré cosinus y. OK, donc c'est quoi le dérivé avec x, y tenu constant? Donc, si y est un constant, cosinus de y est un constant. Donc, on a cosinus de y. Ensuite, on a une fonction de x au carré. Son dérivé, c'est quoi? C'est juste 2x. Bon, par contre, le dérivé de f avec y, x tenu constant, si x est un constant, x au carré est un constant. Ensuite, le dérivé de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins sinus y. Bon, donc avec ça, on peut observer, et ça sera important dans le prochain chapitre, mais on va l'écrire plusieurs fois. Si on prend le dérivé avec x, y tenu constant, ensuite, on prend le dérivé avec y, avec x tenu constant, c'est égal à quoi? On avait, donc on va écrire, on prend le dérivé avec y de x cosinus y, x tenu constant, c'est quoi? Si x est un constant, 2 fois x est un constant, donc c'est 2x fois moins sinus y. Ensuite, si on va de l'autre façon, on prend le dérivé avec y en premier. Ensuite, on prend le dérivé avec x. C'est le dérivé avec x de x au carré moins sinus y. Bon, donc c'est quoi? C'est moins de x sinus y. Et regarde ça! Les deux choses sont égaux. Bon, donc l'énoncé, si f est bien défini, et dans ce cours, toutes les fonctions sont bien définies, les deuxièmes dérivés mixtes sont égaux. Donc là, on prend le dérivé avec x en premier, y tenu constant. Ensuite, on prend le dérivé avec y, x tenu constant. C'est la même chose que si on le fait de l'autre façon. Bon, donc on va revoir ça. Les choses qui restent. Bon, donc u est une fonction d'état. Ce qui veut dire fonction de l'état seulement. Et c'est quoi l'état du système qui est un gaz? C'est PVT. Toujours, on oublie une. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre eux, donc on oublie P pour l'instant. Et pour un gaz parfait, c'est seulement une fonction de T. Ça veut dire que la différence delta U, qui est définie comme U de l'état final moins U de l'état initial, dépend seulement des états initial et final. Et ça, c'est vrai en général, pas juste pour un gaz parfait. Dépend seulement des états. Donc, ne dépend pas du chemin qu'il est
ne dépend pas du chemin entre les états initial et final. On peut écrire ça d'une autre façon. Je ne veux pas être trop précis avec la notation ici. On commence à U initial puis on termine à U final. Et il y a une quantité du bien définie. OK, donc vous êtes censé d'avoir fait un cours en calcul intégral. Je veux que vous compreniez ce qui sont les différentes choses ici. Donc, delta, c'est un montant appréciable, un gros montant, un montant mesurable. DU, c'est un montant infinitésimal, un montant extrêmement petit, et on prend la somme de tous ces petits montants, ça nous donne un montant appréciable. Donc, l'intégrale, c'est quoi? C'est juste une sommation de très petits montants. Bon, donc U est une fonction d'état. Comment est-ce qu'on transforme d'énergie? Soit par travail ou chaleur. Donc, on va préciser ici. Travail et chaleur. Le travail et la chaleur, pardon, sont des fonctions de chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour une transformation, le travail effectué ou gagné par cette transformation dépend directement du chemin. Donc, ce ne sont pas des fonctions de l'état du système. OK, donc j'écris quelque chose. Un montant de chaleur. Donc, à cause que ce n'est pas une fonction d'état, on n'écrit pas de delta Q parce que ça ne dépend pas entre deux points, ça dépend du chemin et non pas de points. Donc, ça dépend du chemin directement. Est un intégral du chemin. Donc, en principe, les intégrales de chemin sont compliquées. Dans ce cours, ils seront faciles, donc gênez-vous pas. Donc, ils sont l'intégrale de chemin des petits montants de chaleur échangés. La même chose pour le travail. Pourquoi W? Parce qu'en anglais, travail, c'est work. Pourquoi Q pour chaleur? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Le montant de travail, c'est une intégrale de chemin d'un petit montant de travail. Donc, montant appréciable. Montant très petit. Okay, il y a des précisions un peu compliquées que je vais éviter. On écrit les dés avec des lignes ici parce qu'il n'y a pas de fonction Q pour laquelle on peut prendre le dérivé et trouver dQ. Donc, le montant de chaleur dQ, c'est un montant de chaleur qui est lié directement au chemin. La même chose pour le travail. Donc, Q et dQ
ne sont pas reliés. On ne peut pas prendre le dérivé de Q pour trouver dQ. Donc, c'est ce qu'on appelle un différentiel inexact. Puis là, il y a une définition précise qu'on ne va pas préciser. Mais on va distinguer pour U, parce que pour U est une fonction d'état, donc on peut prendre le dérivé de U, puis on trouve du. Ils sont bien reliés. Donc du est un différentiel exact. Donc, schématiquement, je ne veux pas que vous dites ça à vos profs de maths parce qu'ils vont ils vont être fâchés avec moi. Donc, pour un différentiel inexact, on peut commencer avec le montant, puis on calcule Q. Pour un différentiel exact, on peut calculer U, mais en principe, on peut aussi calculer du. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Bon, donc je pense qu'on arrêtera là pour l'instant. On revient avec des montants de travail et chaleur précises.